Bonjour Anne Conchon, bonjour Virginie Martin. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Midi Histoire. Midi Histoire auquel vous avez souhaité donner pour titre Révolution politique et réformes économiques 1789-1799. Anne Conchon, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Virginie Martin, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous avez toutes les deux participé à la direction scientifique avec Serge Aberdheim à un colloque qui était intitulé « Les dynamiques économiques de la Révolution française ». Et en 2021 sont parus les actes de ce grand colloque sur la Révolution française. Anne Conchon, vous avez consacré votre thèse au péage au XVIIIe siècle. Cette thèse était sous la direction de Denis Voronoff. Elle a été publiée dans notre collection Histoire économique et financière de la France. Vous avez publié cette thèse en 2000, puis vous avez publié votre HDR, votre habilitation à diriger des recherches en 2014 sur la circulation des marchandises. Vous avez publié de nombreux ouvrages et je n'en citerai qu'un peut-être, La corvée des grands chemins, qui a été publié en 2016 aux presses universitaires de Rennes. Virginie Martin, vous n'êtes pas une historienne de l'économie, mais vous êtes une historienne du politique et de la diplomatie. Vous avez consacré votre thèse à la diplomatie en révolution. Et je donne le titre exact de cette thèse, Structure, agents, pratiques et renseignements diplomatiques, l'exemple des agents français en Italie, 1789-1796. Merci, très bonne conférence. Alors un grand merci pour cette invitation qui nous permet effectivement de venir vous parler d'un thème qui en fait ne va pas forcément de soi au sens où les réformes économiques ne font pas nécessairement bon ménage avec les révolutions politiques et encore moins avec celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire la Révolution française à laquelle en fait on va cantonner notre exposé, on n'ira pas au-delà de 1799. Alors pourquoi ? Parce que le paradoxe en fait de cette période révolutionnaire, c'est d'un côté d'avoir profondément transformer toute la structure sur laquelle reposait la société et l'économie d'Ancien Régime, c'est-à-dire en fait le régime des privilèges. Et d'un autre côté, ce qui la caractérise aussi, c'est d'avoir entrepris une foule de réformes sans lendemain, voire pour certaines d'entre elles sans effet, et ce pour deux raisons. La première, c'est l'instabilité politique structurelle dans laquelle ces réformes ont été fabriquées. Cette instabilité, elle tient évidemment à la valse des majorités qui se sont succédées au pouvoir entre 1789 et 1804. Elle tient aussi à un cadre constitutionnel extrêmement vacillant, puisque, il faut le rappeler, la France révolutionnaire a connu pas moins de 4 constitutions en moins de 10 ans. Ce qui fait que ces réformes, elles se sont inscrites dans des configurations politiques et institutionnelles extrêmement mouvantes. Et c'est ça, en partie, qui explique le foisonnement et en même temps l'empilement des lois les plus contradictoires qui ont été adoptées en matière économique et financière. Le problème, c'est que ce maquis normatif, il s'explique aussi par une autre contrainte de taille. Cette contrainte, c'est la guerre. Car il faut aussi le rappeler, la Première République est née en 1792 de et dans la guerre, et elle en est d'ailleurs aussi en partie morte. Or, ce sont ces 10 années de guerre consécutive qui ont lourdement hypothéqué le devenir des réformes qui avaient été entreprises au début de la Révolution française et qui les ont ensuite, par la suite, largement dictées. Si bien que les lois adoptées à partir de 92 font finalement davantage figure de simple parade plutôt que de réforme à proprement parler. À ces deux titres, donc, le temps de la Révolution, c'est en fait le temps du conditionnel, au sens où les acteurs économiques ont été obligés de naviguer à vue et les dirigeants politiques de piloter en aveugle, faute de pouvoir anticiper sur les aléas économiques et financiers qui étaient en fait de plus en plus largement indexés sur l'évolution de la situation militaire. Et c'est ça qui explique que ces réformes aux allures d'expédient aient pu être largement disqualifiées après coup, c'est-à-dire en réalité dès l'Empire, comme relevant de l'éphémère, de l'inachevé, de l'improvisé, à force finalement d'être bricolé à la va-vite pour être aussitôt détricoté, voire enterré, dans le seul but de répondre finalement aux seules contraintes ou aux seules nécessités du moment, c'est-à-dire en fait aux injonctions du court terme.
Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que ces réformes-là n'aient pas eu des effets pérennes dans le long terme. Or, c'est cette dialectique entre le court et le long terme qui fait encore aujourd'hui largement débat dans l'historiographie. Selon que l'on étudie la période révolutionnaire en elle-même et pour elle-même, ou bien comme une simple péripétie dans des dynamiques de plus longue haleine. En effet, la question qui se pose toujours, c'est de savoir quelle est finalement la bonne focale chronologique pour mesurer la portée réelle de ce Big Bang réformateur sur l'économie française, et plus généralement dans la transition, pour le dire vite, entre le féodalisme et le capitalisme. Comment faut-il réellement situer cette révolution politique par rapport à des processus de plus longue durée que sont, par exemple, au XIXe siècle, les révolutions industrielles, ou bien par rapport à ce qu'on a appelé, à partir du milieu du XVIIe siècle, la révolution industrieuse, ou plus généralement, plus précisément, par rapport aux dynamiques du XVIIIe siècle, du beau XVIIIe siècle. Bon, en clair, toute la question qui se pose, c'est est-ce que la Révolution française a permis de jeter ou pas les fondements de l'essor du capitalisme en libérant notamment les forces productives du carcan réglementaire de l'Ancien Régime? Ou bien alors, est-ce qu'elle a au contraire accentué le blocage, accentué le retard de la croissance française et en cela accéléré en fait le décrochage par rapport à l'Angleterre notamment, comme l'avait suggéré dès 1966 François Crouzet. En clair, pour reprendre le titre d'un ouvrage publié en 1989 par François Inquer, est-ce que la Révolution française a été un décollage ou une catastrophe pour l'économie française? Alors ces questions-là, ce sont celles qui ont été en fait effectivement au cœur des colloques et des travaux qui ont été produits de part et d'autre de la commémoration du bicentenaire de la Révolution, c'est-à-dire en fait au tournant des années 80. De tous ces colloques, on n'en citera ici que deux que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est celui qui s'est tenu à Lille en 1988 sous la direction de Gérard Gaillot et Jean-Pierre Hirsch, qui a été publié sous le titre « La Révolution française et le développement du capitalisme ». Et le second, c'est celui qui s'est tenu ici même à Bercy en 1989 et qui a été publié 2 ans plus tard sous le titre « État, finances et économie pendant la Révolution française ». Ces deux colloques-là, il témoigne bien du déplacement de focale des problématiques en réalité qui s'est opéré au tournant des années 80 par rapport au paradigme qui avait prédominé dans l'historiographie jusqu'à cette date, c'est-à-dire par rapport au paradigme de la révolution bourgeoise qui a dominé dans l'historiographie marxiste, et même on peut dire qu'ils sont en rupture par rapport à l'approche par la conjoncture qui avait été privilégiée par Ernest Labrousse et ses élèves à partir des années 30 et surtout des années 60. Les travaux labroussiens avaient en effet porté sur le mouvement cyclique des prix et des salaires. Ils avaient donc permis en réalité de dégager les crises successives ou cumulées qui avaient provoqué la Révolution et qui l'avaient par la suite scandée. Autrement dit, le moment labroussien avait permis de réévaluer les causes et les rythmes économiques de la Révolution française, alors qu'on peut dire que le moment bicentenaire a au contraire cherché, en déplaçant le curseur en fait de la question de la crise à la question de la croissance, de la question des causes à la question des conséquences, à essayer d'en mesurer, d'en évaluer la portée et le coût. Alors, de ce moment bicentenaire, il en est ressorti que finalement ces conséquences de la Révolution sur l'économie, elles ont été en fait extrêmement variables. Ce qui fait qu'à l'heure de dresser le bilan de ce processus réformateur, la réponse qui s'est imposée, c'est un peu une réponse de Normand, empruntée en fait à Jean Bouvier par Jean-Pierre Hirsch. C'est selon. C'est selon, c'est-à-dire ça dépend des secteurs, ça dépend des espaces, ça dépend des temporalités. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, depuis une quarantaine d'années, les travaux qui ont été produits sur ce thème-là répondent en fait à des logiques bien différentes de celles qui avaient impulsé les grandes fresques labroussiennes ou les bilans du bicentenaire. Ne serait-ce que parce que ces travaux mettent davantage aujourd'hui d'accent sur la question du découpage des objets, que ce soit sur le plan spatial ou sur le plan temporel. Sur le plan spatial, les recherches sur l'économie de la période révolutionnaire ont bénéficié, je dirais, d'un décloisonnement incontestable du spectre de recherche, en s'inscrivant de plus en plus dans une perspective globale. Ce qui a permis de faire imploser, en quelque sorte, le cadre franco-français dans lequel les travaux avaient été jusqu'alors largement confinés.
Ce décloisonnement, il a notamment permis de réinscrire ces dynamiques révolutionnaires dans celle beaucoup plus large de ce qu'on appelle la révolution atlantique, ce qui fait qu'on dispose aujourd'hui de nombreux travaux sur l'impact des révolutions coloniales et plus largement de la guerre maritime sur les flux et les circuits financiers et commerciaux à l'échelle internationale et transatlantique. On dispose également d'un grand nombre de travaux portant sur les conséquences économiques de la mise sous tutelle à géométrie variable en Europe, c'est-à-dire à l'échelle continentale, de tout un tas de territoires qui ont été occupés pour être tour à tour départementalisés, républicanisés ou simplement annexés dans le cadre du Grand Empire. Ce sont d'ailleurs les conséquences finalement de cette mise sous tutelle à géométrie variable sur la croissance européenne qui ont fait l'objet des contributions réunies dans un ouvrage récent publié sous la direction de Patrick O'Brien, donc cette année même. Enfin, c'est la question de l'emboîtement des temporalités économiques qui s'est imposée comme une des meilleures façons de sortir de la vieille question binaire des ruptures et des continuités. Alors, ou du moins, plutôt de les poser différemment. Dans un numéro de la revue Les Annales historiques de la Révolution française, consacré en 2008 à ces temps composés de l'économie, Dominique Margueraz et Philippe Minard avaient montré tout l'intérêt de mesurer les effets différenciés des changements économiques induits par ou induits sous la Révolution en fonction de deux choses. D'une part, des distorsions sectorielles et spatiales héritées de l'Ancien Régime, et d'autre part, en fonction aussi de la position et du comportement des acteurs économiques. Et c'est précisément dans cette perspective qu'a été organisé le colloque en 2008, dont les actes ont été publiés par le Comité d'histoire économique et financière de la France, dont il a été question dans l'introduction, puisque l'enjeu de ce livre, c'était d'essayer de saisir l'articulation entre d'un côté les politiques publiques et de l'autre les pratiques économiques, en cherchant notamment à mieux comprendre le rôle et le positionnement des acteurs dans l'élaboration de ces réformes économiques, mais également à travers finalement leur capacité à infléchir ces réformes, mais aussi, dans une certaine mesure, à les insuffler. Alors, dans le cadre de cette présentation, il ne s'agit évidemment pas de faire un inventaire de toutes les réformes qui ont été produites sous la Révolution française, mais seulement en tenant compte de ces acquis historiographiques les plus récents, d'essayer en réalité de vous présenter la teneur des principales d'entre elles, pour essayer de montrer en quoi elles sont à la fois révolutionnaires et en même temps. Elles ne sont en fait qu'une nouvelle déclinaison de ce libéralisme à la française, hérité du XVIIIe siècle, un libéralisme qui articule toujours plus étroitement l'aspiration à la liberté, avec une exigence toujours plus forte de protection de la part de l'État. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va découper cet exposé en 3 points. Le premier qui sera consacré aux réformes produites entre 1789 et 92, c'est-à-dire au cours de ce qu'on a communément appelé la phase libérale, ou la phase de libéralisation de la politique française, dans laquelle en fait s'invente un nouvel ordre économique et financier sur le cadavre des privilèges dans le cadre de la construction de ce nouvel état de droit. Dans un second temps, on s'intéressera aux réformes imposées par la guerre, dans le cadre de ce système d'économie dirigée ou administrée qui est mis en place entre 1993 et 1994 et qui est en fait largement en vigueur au-delà. Et puis enfin, dans un dernier point, on montrera à partir de quelques exemples précis la manière dont ces acteurs économiques ont réussi à façonner ou en tout cas à moduler certaines de ces réformes en parvenant à contourner certaines de leurs contraintes et puis aussi à exploiter certaines de leurs opportunités. Alors pour commencer, on va effectivement envisager cette première séquence autour des réformes libérales des débuts de la Révolution et la question de la liquidation de l'Ancien Régime économique par le droit, qui s'est déjà exprimée à travers de nombreuses aspirations dans les cahiers doléances entre 1788 et 1789, sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui vont effectivement jeter un certain nombre de propositions reprises en partie par les assemblées qui vont suivre. Alors, les politiques publiques qu'on va envisager pour cette première séquence sont marquées par une refonte profonde des cadres institutionnels sous l'Assemblée constituante, puis sous l'Assemblée législative, dont je ne peux pas donner tout le détail, mais souligner effectivement quelques grands axes.
D'abord, ce que vous voyez effectivement à l'écran autour de la suppression du contrôle général des finances, qui est remplacé par le ministère des Contributions et Revenus publics, et puis auquel succédera à partir de 1795 le ministère des Finances. Une recomposition institutionnelle qui se marque aussi par une séparation des pouvoirs en principe complémentaires, mais qui dans les faits donne lieu à des frictions entre le gouvernement, l'exécutif, et les comités législatifs spécialisés, parmi lesquels on compte le comité d'agriculture et de commerce, le comité des contributions publiques ou bien d'autres. Au cours de la période, on voit également se mettre en place des organes spécialisés, notamment pour gérer la dette héritée de l'Ancien Régime. Et on le voit effectivement avec l'institution ou l'institutionnalisation du Trésor public après 1791, mais aussi la création de la Caisse de l'extraordinaire pour gérer les fonds provenant de la vente des biens nationaux et pour subvenir précisément aux dépenses du Trésor public, qui sera dissoute en janvier 1793. On pourrait évoquer aussi de la trésorerie nationale à partir de 1791. Dans tous les cas, ce rôle de l'État dans l'impulsion et dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières est à saisir, alors non seulement à l'échelon central, mais aussi à partir des initiatives des administrations locales et des interactions précisément entre ces différents niveaux institutionnels. Et derrière cette refonte institutionnelle se joue aussi une très grande continuité des personnels politiques et administratifs. Donc ce qui va m'intéresser effectivement dans cette première partie, c'est la redéfinition des normes juridiques et l'apparition de nouveaux modes de régulation dans la production et dans le marché, marqués par beaucoup de réformes, notamment la libération des échanges intérieurs, la libéralisation du commerce des grains, la suppression des droits sur la circulation marchande dont je ne parlerai pas, pour envisager d'autres modalités de ce libéralisme à la française qu'a évoqué Virginie à l'instant, qui sont la fin des privilèges, la révolution de la propriété et la révolution fiscale. Alors sur la fin des privilèges, on a effectivement un démantèlement des privilèges d'entreprise ou des privilèges corporatifs qui s'accompagne symétriquement de l'affirmation de la liberté d'entreprise et de la liberté du travail. Donc un ordre libéral qui pose les fondements d'un nouvel ordre économique avec des réformes qui sont présentées par leurs promoteurs comme précisément ayant supprimé toutes les entraves hérité de l'Ancien Régime, qui jusqu'alors aurait étouffé les forces productives, l'esprit d'initiative, le goût de l'innovation, etc. Alors, l'historiographie est très abondante sur ce que Stephen Kaplan appelle la fin des corporations, à partir de 1789 jusqu'en 1791, et ses conséquences qu'on peut citer pour certaines d'entre elles, comme la dégradation de l'apprentissage, la contractualisation des relations de travail, l'importance ou la survivance des régulations internes aux métiers. Et cet ordre est renforcé par de nouvelles institutions judiciaires, comme les juges de paix, puis les conseils de prud'homme. Alors, ce monde du travail a surtout été abordé dans l'historiographie d'un point de vue politique et social, dans un contexte qui est réputé au demeurant favorable aux salariés, en raison de la pénurie relative de la main-d'œuvre et de la hausse du salaire nominal. Mais il y a peu de travaux finalement qui s'intéressent à l'impact de ces réformes sur les marchés du travail, sur les changements relatifs aux conditions d'embauche, sur la mobilité des travailleurs, sur la sous-traitance. Et il y a très peu de travaux sur la patente qui découle précisément de ce démantèlement dont vous avez effectivement un exemplaire documentaire sur la diapositive. Et dans le même temps, on a effectivement la suppression de ce que dès 89 on appelle les privilèges d'entreprise, considérés comme des droits exorbitants réservés à un individu ou à une catégorie d'individus pour développer toutes sortes d'activités économiques sous l'Ancien Régime, qui peuvent être des mines, des manufactures, des lignes de transport, que les députés distinguent fondamentalement des privilèges d'invention qui, eux, sont reconnus comme légitimes et qui donnent lieu effectivement à une législation à partir de 1791 sur la propriété industrielle autour du brevet conçu précisément comme un levier de développement économique.
Alors la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est la révolution de la propriété, les recompositions qui s'opèrent à ce moment-là, et la portée économique de celle-ci, avec une historiographie tout à fait abondante sur la question. On peut citer l'ouvrage relativement récent de Rafe Blaufarb, de Nadine Vivier et bien d'autres qui s'intéressent effectivement à ce dossier qui constitue une forme d'actualité historiographique. La question de la propriété, elle est beaucoup traitée dans cette historiographie sous l'angle juridique, autour de la suppression ou du démantèlement de ce qu'on appelle les feuilletés de droit de propriété, c'est-à-dire des propriétés simultanées et hiérarchiques pesant sur les terres, avec ce jeu entre la propriété éminente et la propriété utile sur un même bien, qui vont être effectivement remises à plat avec l'affirmation de la propriété entière sur les biens, dans les différentes déclarations des droits de l'homme et des citoyens, et puis une consécration qu'on trouve bien plus tard dans le Code civil de 1804. Alors, il faut également envisager, autour de cette question de la propriété, la suppression justement des droits féodaux, la suppression de la dîme dès 1789, la suppression des prélèvements seigneuriaux en 1793, après un échec relatif, mais un échec évident de la politique de rachat et une décision prise par la Convention en 1793, qui est une décision éminemment ou essentiellement politique. Alors, ce démantèlement de la propriété féodale et de la propriété seigneuriale va se traduire par un allègement évident des droits levés sur le revenu agricole, mais qui pose toute une série de questions qui ne sont pas encore complètement résolues, qui sont les conséquences en termes de réinvestissement de ces économies, de redistribution des revenus, d'activation de la demande, et puis de voir dans quelle mesure ces gains réalisés par les fermiers, par les petits propriétaires, ont pu être absorbés en grande partie ou amputés par les difficultés des années 1793-1794 qu'on verra tout à l'heure. Et je voulais juste évoquer peut-être un pan moins étudié autour des recompositions de la propriété, qui est le symétrique ou la conséquence de la mise en vente des biens nationaux, qui est l'activation d'un marché de la terre et de la pierre en ville, consécutif de la politique de confiscation des biens de l'Église en 89, des biens du domaine de la couronne, qui sont les biens dits de première origine et auxquels vont s'ajouter les biens des émigrés à partir de 1792, puis les biens des prêtres de réportés, etc., etc. Donc au total, on a effectivement des ventes qui ont concerné entre 6 et 10% du sol en France, et sans rentrer dans le détail d'une législation extrêmement complexe relative à la vente des biens nationaux, il y a une augmentation du nombre de propriétaires et il y a une activation effectivement du marché des biens fonciers et immobiliers sur le premier marché et puis aussi par un système de revente. Et la vente des biens nationaux conjuguée au partage des communaux vont avoir pour conséquence de consolider une petite propriété paysanne et aussi constitue une explication à la difficile émergence d'un capitalisme agraire au cours de la séquence révolutionnaire. Pour terminer, je voudrais rapidement évoquer un des éléments fondamentaux de ces premières années, qui est la révolution fiscale, qui est malheureusement peu étudiée depuis les travaux de Robert Schnerb, et qui effectivement est une réforme dont la mise en œuvre a été assez difficile, fondée sur le principe de l'égalité devant l'impôt, avec effectivement cette caricature de l'assaut contre le système arbitraire et très lourd de l'Ancien Régime. Et l'idée, effectivement, qu'on recompose la charge fiscale en fonction des facultés de chacun et qu'on corrige les inégalités sociales, géographiques qui structuraient la fiscalité d'Ancien Régime. Alors, il y a effectivement une refonte complète des impôts auxquels on substitue des contributions, avec comme objectif l'idée ou la volonté d'inspiration évidemment physiocratique ou à l'évidence physiocratique de faire peser l'impôt sur la terre
avec 3 contributions: la contribution foncière en 1790, la contribution personnelle et immobilière en 1791, et puis la patente, qui est également instituée en 1791. Et puis ce système fiscal va progressivement être complété par l'impôt sur les portes et fenêtres à partir de 1798. Donc ces réformes fiscales marquent un allègement significatif du poids de la fiscalité sur les contribuables, notamment par la suppression de la fiscalité indirecte qui était extrêmement lourde sous l'Ancien Régime et qui ne sera rétablie qu'à partir du Directoire et surtout sous le Consulat avec les droits réunis. Alors, cette révolution fiscale, elle pose aussi de très nombreux problèmes. Dans les premières années de la Révolution, il y a fondamentalement peu de modifications parce que les autorités n'ont pas de cadastre à cette époque-là. Il est pourtant décidé en 1791 et les autorités vont devoir se résoudre à utiliser les documents fiscaux et les bases de calcul de l'Ancien Régime. Et puis à ça s'ajoute une lenteur évidente dans la mise en œuvre des nouveaux rôles d'imposition et une difficulté ou des difficultés dans le recouvrement des nouvelles contributions. Et on estime qu'en l'an 2, les contributions équivalent à 37% des impôts directs levés par la monarchie à la fin de l'Ancien Régime. Et il faudra attendre le Directoire pour que le taux de perception revienne à celui de 1789. Alors juste pour finir sur cette première séquence révolutionnaire, je voudrais juste signaler que la fabrique des politiques publiques pose aussi fondamentalement la question de l'outillage des acteurs et notamment l'outillage mental. J'ai évoqué à propos de la révolution fiscale l'influence évidente de la physiocratie sur les premières assemblées. Mais il y a un paradoxe qui mériterait sans doute d'être étudié de façon plus approfondie, qui est le faible nombre de textes majeurs sur l'économie politique. On cite généralement Germain Garnier ou Nicolas-François Canard, alors qu'on a des événements qui sont extrêmement propices aux débats économiques au pluriel. On a une période qui voit l'institutionnalisation de la discipline économique dans les structures d'enseignement, avec toute une série de cours qui sont dispensés à l'école normale ou dans les écoles centrales. Et il y a à l'évidence ce hiatus entre une culture savante et une appréhension des phénomènes économiques tels qu'ils sont pris en charge, notamment par la presse d'opinion. Alors, ce qui va radicalement changer la donne à partir de 1792 par rapport à ce que Anne vient de présenter, c'est moins l'avènement de la République en tant que telle, en septembre, que l'explosion de la guerre à partir d'avril. La singularité de cette guerre, par rapport à celle de l'Ancien Régime, c'est qu'elle ne se pose plus, plus vraiment, en termes d'expansion territoriale ou commerciale, elle se pose en termes politiques, c'est-à-dire autour de deux conceptions antagonistes de la souveraineté. Elle se pose donc en clair pour la France en termes de survie de sa souveraineté nationale. Or, c'est ce but de guerre existentielle, en quelque sorte, qui explique que les contemporains aient qualifié cette guerre-là de guerre à outrance, et que certains historiens aient même pu parler à son sujet de guerre totale. Ce qu'elles ne sont pas, les guerres révolutionnaires, des guerres totales, c'est-à-dire au sens contemporain du terme. Mais si elles s'en rapprochent toutefois, c'est qu'elles ont donné lieu à une mobilisation sans précédent des moyens économiques et humains, notamment à partir de la fameuse levée en masse décrétée en août 1993, dont vous avez le texte sur la diapositive, un texte qui stipule que, je cite, « tous les Français sont en état de réquisition permanente pour le service des armées ». Ce qui veut dire que c'est toute la nation qui doit désormais se mettre au service de l'effort de guerre, qu'on soit enrôlé ou pas. C'est donc une réquisition, si vous voulez, qui est à la fois militaire et qui est une réquisition civile pour permettre de subvenir aux besoins de cette armée qui est une armée de masse d'une ampleur absolument inédite, puisque au plus fort des guerres révolutionnaires, c'est-à-dire à l'été 1794, les armées françaises, c'est 750 000 hommes. Alors, on est loin évidemment du gigantisme des armées napoléoniennes, mais c'est quand même 2 fois plus en valeur absolue que ce qu'étaient les armées à la fin du règne de Louis XIV, par exemple, donc un siècle plus tôt.
Donc, ça signifie que cette armée de masse, qui est aussi une armée citoyenne, il faut la nourrir, il faut l'équiper, il faut l'armer, dans ce qui constitue un véritable défi dans un État qui est un État qui vient tout juste de se débarrasser de son roi, dans un État qui est alors confronté à l'invasion de son territoire, qui est aussi confronté à une guerre civile tenace dans l'Ouest, et qui est en plus confronté aux ravages de la guerre maritime, qui est en fait une guerre économique, qui lui fait perdre notamment le principal fleuron de son économie coloniale, c'est-à-dire Saint-Domingue. Donc tout ça, ça signifie que c'est en fait l'ensemble des circuits d'approvisionnement et de distribution internationaux et notamment transatlantiques qui sont extrêmement bouleversés, pour ne pas dire interrompus à certains moments. Et ça a eu évidemment des conséquences terribles à la fois sur le marché, mais également sur la production, faute de matières premières ou de denrées coloniales, faute de débouchés et bien sûr et surtout faute de plus en plus de numéraire. C'est donc pour répondre à ces défis qu'a été progressivement mis en place au cours de l'année 1793 ce que l'on peut considérer comme le premier gouvernement d'exception qui a été fabriqué en République pour la République française. Ce gouvernement d'exception qu'on retient communément sous le nom de terreur et que les contemporains appellent en réalité le gouvernement révolutionnaire, c'est un gouvernement qui, sur le plan institutionnel, s'est traduit essentiellement par trois choses. Premièrement, par une suspension du fonctionnement normal des institutions, en clair par une mise entre parenthèses de la Constitution, au profit d'une centralité législative qui a permis en fait à un des comités de la Convention, le comité de salut public, de concentrer de façon toujours plus forte les pouvoirs pour permettre à la fois de diriger, mais également de soutenir, donc de coordonner l'effort de guerre, que ce soit sur le plan militaire ou économique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça s'est traduit également par une subordination de plus en plus forte de tout l'exécutif et de tout l'appareil administratif aux directives du comité de salut public, au point même qu'entre le printemps 94 et l'automne 95, on a en fait des ministères qui sont littéralement torpillés et transformés en commissions exécutives, c'est-à-dire en clair, qui sont réduits au rôle de simples exécutants de ce comité législatif. Troisièmement, ça s'est traduit également par la création de tout un tas de commissions ou d'agences ad hoc, visant en réalité à mettre sous tutelle l'économie, c'est-à-dire en réalité à permettre à l'État d'exercer sa tutelle à la fois sur les activités et sur les acteurs économiques. Alors, parmi toutes ces commissions, je vais en citer que deux, celles que vous avez à l'écran, c'est-à-dire la commission des armes et des poudres, à qui est confiée non seulement toute l'administration des mines, mais également toute la récolte du salpêtre, pour alimenter en réalité les quelques 6000 ateliers d'armes qui ont été créés à l'échelle de tout le pays, notamment dans les grandes villes et jusque dans la capitale, pour permettre précisément d'augmenter les taux de production d'armement. Alors, cette commission, elle se charge donc de l'approvisionnement de ces ateliers en matières premières et également en main-d'œuvre, par le biais d'un certain nombre en réalité de contrats qui sont signés avec des entrepreneurs privés, mais aussi d'un certain nombre, enfin, et même d'une foule de réquisitions en tout genre que le comité de salut public a démultiplié précisément pour subvenir aux besoins de la guerre. C'est ce système qui est piloté par l'État qui a donc permis en réalité de parler qui a permis à la fois, si vous voulez, d'assurer l'habillement, le ravitaillement et l'armement des citoyens soldats, mais qui a également eu un effet, alors un peu artificiel en fait, qui a été de booster certains secteurs considérés comme stratégiques, en particulier le secteur sidérurgique, puisque nombreux sont ceux qui se lancent alors dans ce secteur lucratif parce que stratégique, avec toutefois des fortunes très diverses pour ceux qui s'improvisent maîtres de forge, puisque certaines reconversions opportunistes se sont soldées en fait par des faillites retentissantes une fois fermé le robinet des commandes publiques. Donc ce qui fait qu'en réalité, ni la structure, ni la géographie de la production sidérurgique n'ont été véritablement bouleversées, non plus d'ailleurs que les hiérarchies d'entrepreneurs, ce qu'a très bien montré Gérard Gaillot, qui a montré que finalement cette hiérarchie, elle restait fortement indexée en réalité sur l'ancienneté dans le métier. Bon. Second exemple, c'est la commission en réalité du commerce qui se charge quant à elle de toutes les importations de matières premières pour subvenir aux besoins des industries nationales, mais qui veille également à faire respecter le dispositif protectionniste qui est mis en place dans le cadre en fait, de ce qu'on peut considérer quand même comme une guerre économique à l'Angleterre, très clairement.
On peut penser par exemple au décret du 1er mars 1793 qui enterre littéralement le traité de libre-échange franco-anglais de 86, puisque ça interdit l'introduction en France de toutes les marchandises anglaises et étrangères non nécessaires à la défense et aux industries nationales. On peut citer également, à partir du 30 novembre, le fait qu'aucune marchandise ne peut plus entrer ni sortir de France sans être autorisée par le Comité de salut public. Donc, en clair, l'an 2 s'est caractérisé par un interventionnisme extrêmement poussé de la part de l'État, au point qu'on a pu parler d'une économie de guerre. En réalité, cette économie sous tutelle et sous perfusion de l'État, on préfère la qualifier d'économie dirigée. Denis Voronoff parle d'économie administrée, au sens où c'est tout un ensemble de dispositifs normatifs et de cadres, de leviers administratifs qui sont alors inventés pour permettre de mettre l'économie et les finances au service de la guerre, mais pas seulement. Au service aussi d'une économie morale, qui est aussi la marque de fabrique de cette politique de l'an 2, pour permettre le ravitaillement, certes, de l'armée, mais aussi des populations. Ce qui fait que les armes, en fait, de ce dirigisme économique, ça a été, on l'a dit, les réquisitions, mais ça a été aussi deux choses, qui ont en fait partie liée, l'émission du papier-monnaie, l'émission à marche forcée, et de l'autre côté, la taxation des prix. Alors, un mot là-dessus. C'est pour pouvoir financer tous ces investissements et surtout pour pouvoir contrer l'inflation galopante que l'État a été contraint de faire tourner à marche forcée la planche à billets. Dès l'été 93, pour le dire vite, la masse du papier-monnaie en circulation dépasse bien au-delà la valeur en réalité des biens nationaux sur laquelle il était jusqu'alors indexé. On atteint donc alors ce que certains ont appelé le paroxysme de l'économie d'émission. Cette économie d'émission, c'est la thèse notamment d'un économiste russe qui s'appelle Semyon Anisimovitch Falkner. Une thèse qui a été présentée en 1919 dans un ouvrage qui a été récemment traduit par Alexis Berelovitch et publié par Laure Desprez et Serge Aberdam. Sa thèse, c'est que l'émission, même à marche forcée, ne conduisait pas inéluctablement à l'effondrement de la valeur de l'assignat, à la condition de respecter certaines règles. Du moment que l'État est en mesure de défendre sa monnaie papier par le cours forcé, et à partir du moment où il prend les mesures nécessaires pour contrer les effets négatifs de l'inflation, et de l'émission, cette émission peut continuer à financer la guerre en dépit de la thésaurisation du numéraire. C'est ça sa thèse. C'est donc pour soutenir le cours de l'assignat que la Convention a effectivement adopté toute une série de mesures pour assurer ce qu'on a pu appeler une terreur financière, qui visait en réalité à tenter de déjouer, de contrer les pratiques de spéculation et d'agitage. Qu'est-ce qu'elle fait ? Par exemple, elle interdit en avril 1993 la vente des espèces métalliques, ce qui était jusqu'alors, comme vous le voyez sur la gravure de Jean-Baptiste Le Sueur, autorisé notamment au Palais Royal. Elle fait fermer la bourse. Elle interdit le double affichage des prix en assignat et en numéraire. Et puis enfin, en août 1993, elle crée également le Grand Livre de la dette publique, qui est une mesure très intéressante parce que ça permet à la fois de lier les créanciers de l'Ancien Régime au nouveau, mais ça permet surtout de diminuer la masse des billets en circulation, puisque l'inscription sur ce livre garantit en fait une rente au taux de 5%, dont les intérêts étaient payés en numéraire. D'accord ? Donc, en gros, il y a toute une série de dispositifs en ce sens pour essayer en réalité de contrer cet effet de la spéculation et de l'agiotage. Parallèlement, pour contenir les effets de l'inflation, c'est-à-dire pour contrer la hausse des prix, on met en place une politique de taxation. Alors, un mot, cette hausse des prix, elle est très variable d'un département à l'autre et elle affecte de façon très inégale d'un département à l'autre le pouvoir d'achat en fonction en réalité de l'évolution très disparate des prix et des salaires d'un département à l'autre. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette hausse des prix, elle n'est pas que la conséquence de la dépréciation de l'assignat. C'est en fait le résultat, plus généralement, d'une baisse du volume commercialisable de grains, qui s'explique par tout un tas de raisons. Les mauvaises récoltes, la rupture des importations, les réquisitions pour les armées. C'est tout ça qui a en fait accentué des phénomènes de thésaurisation des grains, ce qui signifie que cette cherté, cette flambée des prix, elle résulte en fait davantage d'une pénurie spéculative que d'une pénurie réelle, au sens où elle est plus liée en fait à la rareté des denrées sur les marchés que de la rareté des denrées dans les magasins. Et c'est la raison pour laquelle,
sous la pression du mouvement populaire, c'est-à-dire en particulier des sans-culottes parisiens, la Convention décrète une politique de taxation qui se fait en plusieurs temps. Le 4 mai, elle décide d'une taxation des prix du grain à l'échelle départementale, puisque c'est en fait à chaque département de fixer le prix du blé et des grains en fonction de leur prix moyen durant les 6 premiers mois de l'année. Deuxièmement, pour pouvoir approvisionner les marchés, les districts se voient dotés d'un droit de réquisition sur les stocks disponibles. Et troisièmement, les municipalités sont elles-mêmes chargées d'aller faire ce qu'on appelle des visites domiciliaires pour aller examiner en réalité le volume de stock. En clair, ce premier maximum, c'est en fait un système de déstockage des grains. Un système de déstockage qui a en réalité eu un peu l'effet inverse de celui qui était visé, dans la mesure où la plupart des départements se sont livrés en fait à une véritable guerre économique entre eux pour tenter en réalité de retenir dans leur sein le blé à un prix trop élevé, enfin assez élevé, afin d'éviter leur transfert en réalité dans les autres départements où les prix seraient plus avantageux. Bon, c'est la raison pour laquelle en septembre 1793, la Convention est en fait obligée de recalibrer sa mesure. Comment ? Eh bien, dans un sens à la fois plus extensif et surtout plus coercitif, puisque le plafonnement des prix s'étend au combustible, aux avoines, puis à tous les fourrages. On décide également d'unifier le prix du grain à l'échelle nationale, et enfin, le 29 septembre, le système est étendu aux salaires et à un ensemble de denrées de première nécessité. C'est ce qu'on a appelé le maximum général. Alors, ce maximum général, il faut quand même le dire, ça tue le marché. Ça tue le marché, et en même temps, ça s'est révélé une arme extrêmement efficace, dans la mesure où ça a permis de stabiliser les prix, les salaires, de ralentir la hausse des prix et de contenir la dépréciation de l'assignat. On peut donc le considérer comme le point d'orgue de l'interventionnisme étatique, dans la mesure où c'est désormais l'État qui fixe les tarifs, dans la mesure aussi où c'est toute l'administration qui est mobilisée à l'échelle locale pour faire appliquer ce maximum sous la houlette de cette espèce de léviathan administratif qu'est la Commission des subsistances et des approvisionnements. C'est donc pas un hasard si Dominique Margueraz a fait de ce maximum, de façon un peu provocatrice, l'expression la plus achevée de ce qu'elle appelle l'illusion libérale. Pourquoi ? Si on entend, ce qui est le cas, si on entend par libéralisme, non pas un pur et simple laisser-passer, mais bien cette fonction d'encadrement et de régulation du marché qui est endossée par l'État pour garantir un équilibre à la fois économique, mais aussi social. C'est-à-dire pour essayer de maintenir un juste équilibre entre les producteurs et les consommateurs et entre les différentes catégories sociales. C'est ça l'objectif. Et c'est en cela que ça s'inscrit aussi dans un dispositif d'économie morale. Le problème, c'est que tout ça, cet équilibre-là, il ne s'est pas fait sans contrainte. Et notamment, si on a pu considérer cette économie en guerre de l'an 2 comme une sorte de guerre à l'économie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au-delà même de l'anéantissement du marché, un certain nombre de comportements économiques ont été criminalisés comme de véritables crimes politiques. Dès décembre 92, on applique la peine de mort à l'encontre de tous ceux qui exporteraient les grains à l'étranger. La mesure est ensuite étendue aux spéculateurs et aux agioteurs. Et enfin, en juillet 93, elle est étendue également aux accapareurs, c'est-à-dire à tous ceux qui disposent de stocks clandestins, donc qui refusent de vendre ces stocks au prix fixé par l'État et qui les font circuler d'un département à l'autre. Ça veut donc dire en fait que c'est donc parce que, si vous voulez, certaines catégories socio-professionnelles ont été disqualifiées en fait comme des suspects en puissance, que leur patriotisme économique et financier a été très étroitement surveillé pour traquer leurs éventuels manquements aux lois. Et c'est vrai des laboureurs, c'est vrai des entrepreneurs, c'est vrai des banquiers, c'est vrai des négociants, en clair de tous ceux qui détenaient des capitaux et des moyens de production. Et c'est finalement ce dispositif de surveillance et de répression qui, beaucoup plus en fait que le principe même de l'interventionnisme exacerbé de l'État en l'an 2, qui a posé problème et qui a suffi rétrospectivement à disqualifier l'ensemble du système comme un système liberticide ou terroriste. Même si, il faut quand même le nuancer, la peine de mort a été très peu appliquée sur les acteurs économiques, ce qui fait que ces mesures, elles étaient en réalité moins répressives qu'en réalité dissuasives, pour permettre en fait de tarir, enfin d'empêcher les spéculations et de tarir le marché noir en fait. C'était ça. Il n'en reste pas moins que cette nouvelle aristocratie des riches, entre guillemets, si on reprend la terminologie sans culotte, elle n'a pas été seulement mise sous pression, elle a été largement mise à contribution. Elle a été mise à contribution par le biais de toute une série de taxes
qui ont été imposées, notamment à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale, avec l'adoption, à partir du 20 mai 1793, de ce qu'on appelle l'emprunt forcé, qui est en fait un impôt déguisé sur les riches, dans la mesure où c'est les plus hauts revenus qui étaient en fait taxés. Alors, ces impositions extraordinaires, cette fiscalité extraordinaire, elle a été conçue comme la contrepartie de l'impôt du sang versé par les citoyens soldats. Elle a été également conçue comme un levier de redistribution au profit des plus démunis. C'est-à-dire qu'en clair, c'est quand même aussi cette fiscalité extraordinaire, ça a été un moyen non pas seulement de financer la guerre, mais de permettre également le financement d'un certain nombre de droits-créances qui ont formé le socle de la politique sociale de l'an 2. Alors, parmi eux, on peut citer par exemple la politique de secours qui a été pratiquée à l'égard à la faveur des familles de soldats les plus démunis, dont la prise en charge d'ailleurs par l'État a été érigée au rang de dette sacrée de l'État. On peut citer aussi les fameux décrets de Ventose qui prévoyaient que les biens séquestrés des ennemis de la Révolution soient redistribués aux patriotes les plus indigents. On peut citer enfin les cartes de pain qui sont en fait des tickets de rationnement qui permettaient en réalité aux familles les plus démunies de pouvoir assurer leurs besoins journaliers. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'un certain nombre de ces mesures, c'est la seule des mesures que je viens de citer, qui a d'ailleurs perduré bien au-delà en fait de l'an 2, dans la mesure où c'était un dispositif qui a permis d'amortir en fait la crise dramatique qui sévit à partir de 1995 du fait de l'enterrement de tout le dispositif qui avait permis jusqu'alors de soutenir cette économie d'émission. C'est donc très rapidement le dernier point que j'aborderai. À partir effectivement, de la fin de l'année 1794, c'est-à-dire en réalité à partir de la chute de ce qu'on appelle les robespierristes, les députés entreprennent en effet une libéralisation accélérée de l'économie, en commençant en réalité par décréter le démantèlement d'un certain nombre en réalité des structures qui avaient permis de soutenir l'économie dirigée de l'an 2. C'est vrai de la fabrication des armes, c'est vrai des transports et des postes, qui sont toutes rendues à l'entreprise, donc en gros c'est la fin de la mise en régie, mais c'est vrai surtout du ravitaillement, puisque c'est le maximum des prix qui est supprimé dès le 24 décembre 1794. Sauf que, en renonçant en réalité à ce système de contrôle des prix qui avait permis en l'an 2 de soutenir le pouvoir d'achat et de contrer l'effet de l'inflation galopante, les députés renoncent aussi parallèlement à sauver l'assignat. Ils laissent filer la mise en circulation de l'assignat, ils laissent donc filer par là la déprédation. Je vais en donner un seul chiffre. En mai 1995, il y a 2 milliards d'assignats en circulation et l'assignat vaut, un assignat de 100 livres ne vaut plus que 2 livres. Bon. Quelques mois plus tard, en février 1996, on n'en a plus en réalité 2 milliards, on en a 35 milliards. Et le même billet de 100 livres qui valait 2 livres ne vaut plus que 2 centimes. Bon, voilà, c'est dire en réalité l'ampleur de la crise financière. Parallèlement, les députés ont tenté de faire revenir le numéraire, ou plus exactement de le faire ressortir comment ? En rouvrant la bourse. Ce qui a donc permis de considérer que l'an 3 avait été en réalité le triomphe, comme vous le voyez sur la diapositive, de l'agioteur, en tentant également de faire en sorte que les impôts soient acquittés en numéraire, et non plus avec cette monnaie de singe en réalité qui était devenue l'assignat. Et puis troisièmement, en essayant de relancer le crédit et la circulation du papier commercial et des effets de commerce, via la création notamment, à partir de l'an 4, des premiers grands établissements de banques publiques, parmi lesquels on peut citer la création de la Caisse des comptes courants en juin 1996 et en novembre 1997, la création de la Caisse d'escompte du commerce. Voilà, autant de mesures en réalité qui permettaient, tout en laissant filer l'assignat, en réalité de pouvoir faire de nouveau sortir et circuler du numéraire. Bon, ça a échoué. Ça a échoué à mains égards, dans la mesure où ces mesures n'ont pas permis dans l'immédiat de relancer la circulation monétaire. En revanche, elles ont abouti à un véritable naufrage financier avec une flambée historique des prix. Et c'est ça qui a alimenté en réalité ce contexte d'hyperinflation, une crise frumentaire en l'an 3 et financière en l'an 4 et 5, qui a eu en gros rapidement 3 conséquences. 1. Le retour des émeutes de la faim, dès le printemps 1795, avec des émeutes qui en appellent au retour du pain, qui en appellent au retour de la Constitution de l'an 1, et donc clairement au retour des taxes de l'an 2. 2. Ça a eu également pour effet le retour à la monnaie métallique,
via la démonétisation de l'assignat et de ce qui avait été créé, vous les voyez également sur la diapositive, à partir de mars 1796 pour les remplacer, c'est-à-dire les mandats territoriaux, ce qui était en fait une nouvelle mouture de l'assignat sans le mot, et qui a donc eu les mêmes mots, ce qui fait que ça n'a pas permis en réalité de sauver la monnaie papier. Donc en clair, à partir de 1797, on retourne à la monnaie métallique. Troisième conséquence, c'est la faillite déguisée de l'État. Cette faillite déguisée, elle a un nom, c'est la banqueroute des 2/3, à partir du 30 septembre 1797, c'est le moment où le ministre des Finances décide que les 2/3 de la dette publique qui avait été inscrite sur le grand livre seraient en fait remboursés en bons aux porteurs pour permettre l'achat de biens nationaux. Et puis il y aurait un tiers consolidé qui serait en revanche transformé en bons du trésor sans intérêt. Bon, le problème, c'est que ces bons, ils ont été si rapidement dépréciés qu'ils n'ont pas nécessairement permis ces acquisitions foncières ou immobilières, alors qu'ils permirent en revanche à l'État de ne pas rembourser ses dettes. Ses créanciers, à l'exception des plus modestes qui ont été épargnés. Donc, ce qui a donc permis de tuer la spéculation, dans une certaine mesure, mais ce qui a permis surtout de liquider la dette de l'État. Bon. Cette mesure largement arbitraire montre en tout cas qu'au-delà même de l'an 2, il faut quand même relativiser le dogme du retour au libéralisme débridé qu'on a coutume de considérer comme une des marques à partir de l'an 3. En fait, les travaux récents montrent bien que ce système d'économie dirigée a certainement... Enfin, ce système d'économie dirigée, la sortie en a été mal négociée, personne ne peut dire le contraire, mais il a perduré par bien des aspects à mains égards, dans la mesure où, ne serait-ce que parce que l'État ne s'est jamais véritablement désengagé de ce rôle d'encadrement et de tutelle et d'impulsion de l'économie qu'il avait particulièrement assumé en l'an 2. Donc on a un certain nombre d'outils et de dispositifs qui ont été conservés. On peut penser au carcan protectionniste, qui est conservé bien au-delà en fait, de l'an 2, jusqu'à la fin du Directoire. Si on prend par exemple la réforme douanière de l'an 5, on se rend compte qu'elle ressemble beaucoup plus au carcan douanier de 1793 qu'au retour au tarif douanier de 1791. C'est vrai aussi du dispositif de confiscation qui a continué avec les ventes de biens nationaux. C'est vrai aussi de la fiscalité punitive, puisque ce sont non pas un, mais 2 emprunts forcés qui ont été imposés en 95 et en 99 pour pouvoir financer cette guerre qui n'en finit pas de durer, mais qui devient aussi quand même, à partir du moment où elle devient conquérante, qui assure quand même à l'État un certain nombre de recettes extraordinaires dont il ne faut pas non plus minimiser l'État, même si on connaît mal en réalité son spectre. Donc ça veut dire, et avant de passer la parole à Anne, que jusqu'à la fin de la Révolution, l'État est resté aux commandes de l'économie. Et ce n'est pas l'interventionnisme étatique qui a été enterré en l'an 2. Ce qui a été enterré en l'an 2, c'est les principes égalitaires et solidaires qui avaient servi de socle à l'économie morale de l'an 2. Ce qui survient en revanche, c'est ce principe de la liberté protégée par l'État, dont toutes les consultations diligentées à partir de l'an 2, de l'an 3 et jusqu'à la fin du Directoire montrent en réalité, pour citer Jean-Pierre Hirsch, que cette liberté protégée est restée le rêve le plus pérenne, à la fois du négoce et plus généralement de tous les acteurs économiques. Alors pour terminer, je voudrais envisager la question des attentes et des stratégies des acteurs face aux politiques publiques qu'on envisageait depuis 1989, en centrant le propos plus particulièrement sur la Convention thermidorienne et le Directoire, mais en sachant effectivement que ces attentes et ces stratégies d'acteurs, elles étaient au cœur précisément du livre qui a été cité en introduction sur les dynamiques économiques de la Révolution. Cette question effectivement des comportements des acteurs, et notamment des acteurs économiques, c'est un dossier qui a été peu étudié, en tout cas qui a moins retenu l'attention des historiens par rapport précisément à la législation, à la politique économique, financière, à la révolution institutionnelle, à la révolution juridique de la Révolution. Et c'était précisément sur ce point-là qu'on voulait développer et envisager la manière dont la loi en général s'impose aux acteurs, mais aussi symétriquement la façon dont les acteurs en retour s'accommodent de cette législation foisonnante et parfois contradictoire de la période révolutionnaire. Donc ça suppose effectivement de changer de pied d'une certaine façon et de prêter attention aux formes de résistance, d'ajustement, d'adaptation
des acteurs dans un contexte, ça a été dit, de difficultés économiques et puis de relatives incertitudes sur lesquelles on reviendra. Alors, ça oblige aussi à rompre avec une historiographie qui a très largement pensé les acteurs économiques dans des catégories générales, dans des catégories englobantes. Les urbains, les ruraux, les ouvriers, la bourgeoisie d'affaires, les consommateurs. Donc, toute une série de catégories sociales ou socio-économiques qui implicitement sont considérées comme ayant des comportements et des stratégies homogènes. Et l'objectif, c'est effectivement de travailler à une autre échelle, celle des acteurs, pour, d'une certaine façon, leur restituer leur part d'originalité, d'initiative, d'impulsion dans les dynamiques économiques. Alors, je l'ai dit à l'instant, il ne s'agit pas de rebalayer la période depuis 1789, mais vraiment d'envisager plus spécifiquement ces attentes et ces stratégies des acteurs pendant la convention dite thermidorienne et le directoire, qui sont marquées effectivement par toute une série de difficultés économiques et le poids effectivement de ce que Virginie vient d'évoquer en termes d'inflation, même si effectivement sous le directoire il y a quelques signaux de reprise, il y a effectivement une embellie relative ou très relative imputable à la disparition du papier-monnaie, des spéculations qui sont notées, un manque de numéraire, mais on a effectivement voilà, une conjoncture peut-être un petit peu plus complexe et un peu moins noire que celle qui a été évoquée précédemment. Alors, je voudrais envisager ces acteurs de différentes façons, soit qu'ils investissent les institutions publiques, l'administration notamment, et je vais peu développer là-dessus, soit que les acteurs, et notamment les acteurs économiques, interpellent les députés. De la même façon, c'est pas exactement cet angle-là que je voudrais développer, mais plutôt voir effectivement la façon dont ils sont sollicités dans des pratiques consultatives diligentées par l'État au cours de la période révolutionnaire, et peut-être plus particulièrement pendant cette période de la Convention thermidorienne et du directoire. Donc on a effectivement des acteurs qui ont été consultés avec toute une série d'enquêtes dont la finalité fondamentale est d'orienter la politique économique, la politique publique, et des enquêtes qui, au demeurant, servent très largement donc à renseigner les autorités, mais aussi à entériner, sinon légitimer, des décisions arrêtées, ou parfois d'arbitrer effectivement des décisions qui sont en suspens ou en débat. Alors la période révolutionnaire est présentée, et notamment la période qui m'occupe, comme, pour reprendre le terme de Jean-Claude Perrault que vous avez à l'écran, l'âge d'or de la statistique, l'âge d'or des enquêtes, c'est-à-dire effectivement des enquêtes dans un âge qui intervient avant l'institutionnalisation du bureau de la statistique à partir de 1800. Et cet âge d'or des enquêtes interroge fondamentalement la capacité de l'État à collecter des informations économiques et en même temps participe effectivement à une nouvelle conception de l'État en matière de politiques économiques. Alors je renvoie aux tableaux que vous avez à l'écran qui sont extraits de l'ouvrage d'Isabelle Guégan sur les enquêtes révolutionnaires. Elle recense 446 enquêtes au cours de la période, donc entre 1789 et 1795, qui sont des enquêtes tantôt globales, tantôt sectorielles, et avec une inflexion évidente dans les objets de l'enquête, mais une prépondérance écrasante des questions ou des enjeux financiers, et puis au fur et à mesure de la période, une diminution des enquêtes portant sur les biens nationaux, avec une recrudescence de consultations portant sur l'agriculture ou le commerce. Donc ces enquêtes, dont la chronologie est tout à fait intéressante à étudier, permet effectivement à l'État de rassembler a priori toute une série d'informations pour rendre pertinente son intervention en matière de politique
matière de politiques économiques, pour évaluer aussi, pour la période qui m'occupe, les conséquences de la Révolution, ou des premières années de la Révolution. Mais ce qui ressort effectivement des premières analyses de ces enquêtes, c'est l'écart entre l'ambition affichée par l'État d'exhaustivité, de précision dans les questionnaires, et la pauvreté ou les lacunes en matière de collecte d'informations, et puis aussi la difficulté à traiter cette masse d'informations ou de données statistiques. Et puis, ces consultations posent aussi la question de la capacité des acteurs économiques à influer sur les orientations politiques, et notamment pour obtenir dans ces périodes difficiles des encouragements, notamment financiers, mais pas seulement, de la part de l'État. Dans un deuxième temps, je voudrais prêter une attention à la façon dont les acteurs économiques ont composé avec la conjoncture, et notamment avec toutes les incertitudes qu'a évoqué Virginie pour la période révolutionnaire, la période la plus dure, la plus noire, et cette attention effectivement aux réactions des acteurs. C'est une attention qu'on peut relier aux travaux développés notamment par Louis Bergeron, quand il faisait une approche très prosopographique des milieux économiques, notamment parisiens, et où il prêtait attention à la logique d'action de ces acteurs. Et puis, je ne peux pas ne pas renvoyer non plus aux travaux de Jean-Pierre Hirsch, dont il a été très largement question, et qui s'est attaché à prendre en considération les attentes institutionnelles et réglementaires des acteurs également au cours de cette période. Donc, la façon dont les acteurs, effectivement, réagissent, composent avec la conjoncture, ça suppose de prêter une attention à des phénomènes d'apprentissage des acteurs eux-mêmes, à la façon dont ils s'emparent de cette législation, à commencer par l'uniformisation des poids et mesures, par exemple, mais on pourrait multiplier les exemples, et la façon dont ils interprètent tous les signaux politiques, législatifs, économiques pour leur activité. Et ce que montrent effectivement les travaux anciens et puis les travaux en cours également sur les acteurs économiques dans ces périodes troublées, c'est qu'ils démontrent ou ils font preuve de réactions extrêmement différenciées selon leurs cultures économiques, selon leur expérience de l'administration, selon leur engagement révolutionnaire, selon leur activité économique, les fabrications ou les implantations qu'ils ont développées. Et en fait, tous ces acteurs ne subissent absolument pas de la même façon les contraintes et ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre. Et les façons dont ils ont pu s'adapter, chercher des parades au choc conjoncturel, voilà, et vraiment sont des façons extrêmement plurielles pour aborder l'inflation, les problèmes d'approvisionnement, la pénurie de la main-d'œuvre, le manque de matières premières. On pourrait multiplier les exemples. Et parmi ces exemples, je voudrais prendre justement le choc de la crise financière qu'a évoqué Virginie précédemment. Cette crise financière, effectivement, elle est maintenant de moins en moins envisagée du point de vue de l'État et de l'allègement du poids de la dette que ça a pu représenter pour l'État, mais la façon dont, effectivement, les individus se sont retrouvés exposés à cette crise financière de façon très différente et n'ont pas abordé, effectivement, cette crise financière de la même façon pour ce qui est de la dépréciation monétaire ou de l'inflation des prix. Avec ce qui a été montré, un désendettement massif en fonction des types de créances, mais aussi des stratégies de compensation de la dépréciation par différents moyens, et notamment celui qui est très étudié depuis quelques années, ce vaste mouvement de transfert du capital vers des investissements dits refuges, qui sont les investissements fonciers et immobiliers. Et pour terminer brièvement, dans ces comportements d'acteurs, je voudrais évoquer effectivement la Révolution comme étant aussi un moment d'opportunités économiques, sinon d'opportunisme entrepreneurial pour certains. Je ne reviens pas sur ce qu'a évoqué Virginie, c'est-à-dire ceux qui sont réellement ou politiquement
accusés d'accaparement ou d'agiotage. Mais ce qu'on voit effectivement au cours de la période, c'est l'émergence de quelques nouveaux acteurs économiques, mais aussi des réorientations d'activités pour d'autres acteurs qui ont passé bon an mal an la période révolutionnaire. Et je voudrais prendre 3 profils pour terminer cette présentation. Les fournisseurs aux armées, Ouvrard que vous avez à l'écran, mais on pourrait citer Fould ou Sellière, qui pour plusieurs d'entre eux sont devenus des banquiers. Et Louis Bergeron avait montré effectivement qu'un grand nombre d'acteurs économiques en 89, on les retrouve à la Banque de France à partir de 1800. Les maîtres de forge, étudiés par Denis Voronoff, qui ont très largement profité de la vente des biens nationaux et des commandes militaires. Et puis les marchands, qui ont, gagné au protectionnisme, qui les a mis temporairement à l'abri de la concurrence étrangère. Alors pour terminer, peut-être quelques mots de conclusion très brièvement. À l'évidence, le temps imparti pour cette présentation ne permettait absolument pas d'envisager tous les secteurs d'activité économique et tous les enjeux économiques, monétaires, financiers de la période. Ça a déjà été dit par Virginie, mais je le redis en conclusion. L'économie, pendant cette période, elle est fondamentalement subordonnée par ou à la politique. Et notre propos visait surtout à réviser à la marge une historiographie qui a tendance à disqualifier la période révolutionnaire au regard des réformes entreprises sous le Consulat et sous l'Empire, avec comme objectif, et j'espère qu'il est rempli, enfin j'espère qu'on l'a rempli, que les politiques économiques, monétaires, financières de la Révolution ne sont pas simplement des politiques d'adaptation aux aléas de la conjoncture, quels qu'ils soient, mais que les politiques économiques de la Révolution ont largement préparé les décisions de la période consulaire et napoléonienne, et qu'un certain nombre de réformes ont incubé pendant cette séquence. Je prends 2 exemples pour terminer, le cadastre et la législation sur le travail. Merci beaucoup. Merci.